La macroéconomie, c'est une matière très intéressante en sciences économiques. Elle a fait l'objet de plusieurs développements, plusieurs interprétations des économistes jusqu'à l'instant. Mais le fondateur de cette école de pensée, c'est John Maynard Keynes. C'est un économiste britannique né le 5 juin 1883 à Cambridge et mort en 1946. En fait, la naissance de l'analyse macroéconomique est née avec la publication de Keynes de son livre Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. C'est un livre qu'il a publié en 1936 et il constitue en fait une rupture avec le mode de pensée des économistes précédents, surtout les néoclassiques, qui eux ont donné naissance à l'analyse microéconomique. Je vais vous présenter une liste de cours sur la macroéconomie. Mais tout d'abord, j'aimerais bien faire la distinction entre la micro et la macroéconomie. Au niveau de la microéconomie, on analyse le comportement individuel des agents économiques. La macroéconomie s'intéresse à toute l'économie nationale à travers la relation qu'il y a entre les grands agrégats économiques, comme le PIB, l'investissement, l'épargne, etc. Aux microéconomies, on suppose la rationalité des agents économiques. C'est ce qu'on résume dans le terme Homo economicus. Et donc, on fixe des hypothèses de cette rationalité et on essaye de modéliser les relations qu'il y a entre les agents économiques individuels. En macroéconomie, on étudie la manière de modéliser les relations qu'il y a entre les différents agrégats économiques tout en observant le réel tel qu'il est. En microéconomie, on essaye d'analyser un modèle sur base d'hypothèses de rationalité et donc on aboutit à des conclusions qui sont valables uniquement si les hypothèses de base sont satisfaites. Et donc en macroéconomie, on essaye d'observer et de comprendre le réel et puis d'agir sur ce réel. Comme par exemple, comment agir pour réduire l'inflation, pour réduire le chômage. Voilà brièvement en grande ligne la différence qu'il y a entre micro et macroéconomie. Avant de commencer ce cours, j'aimerais bien simplifier quelques notions importantes pour bien suivre et saisir le raisonnement macroéconomique que je vais vous apprendre tout au long du développement qu'on va avoir pour maîtriser cette matière. Première question, ou bien premier terme qu'il faut bien clarifier, c'est la notion de l'agent économique. Qu'est-ce qu'on entend par agent économique? La réponse à cette question n'est pas évidente comme vous pouvez l'imaginer. En fait, globalement, une société est composée d'un certain nombre d'individus, mais aussi des entreprises, des associations, des banques. Il y a aussi l'État. En fait, tous ceux qui participent à l'activité économique sont considérés comme agents économiques. Mais pour faire une analyse économique de leur activité, il faut les rassembler dans des groupes en fonction de la nature de l'activité économique qu'ils effectuent et en fonction aussi de l'importance de cette activité économique. Mais cette tâche n'est pas aussi évidente que ça. On va voir par exemple que historiquement, les agents économiques, par exemple à l'époque des physiocrates, il y avait 3 agents économiques. Les fermiers, les propriétaires fonciers et les artisans. Karl Marx, par exemple, décompose la société en 2 grandes classes sociales, les capitalistes et les travailleurs. Les néoclassiques se concentrent sur le comportement des consommateurs et des producteurs. Mais actuellement, en général, on garde 4 agents économiques principaux pour simplifier l'analyse économique. Vous avez les ménages, leur activité économique principale, c'est la consommation. Les entreprises, leur activité principale, c'est la production. L'État, l'activité principale, c'est la régulation de l'économie, mais aussi la redistribution de la richesse. Et puis, vous avez le reste du monde, c'est les différents agents économiques qui se trouvent hors le territoire national. C'est les agents économiques étrangers, avec lesquels on effectue des exportations et des importations. On peut très bien ajouter la banque, mais la banque en fait n'est qu'un intermédiaire entre 2 agents économiques. C'est comme un marché en fait, ce n'est qu'un intermédiaire qui va faciliter les échanges. Et donc la macroéconomie va essayer de détecter et de simplifier les relations qu'il y a entre ces différents agents économiques, dans le but de comprendre d'abord le fonctionnement de l'économie, mais aussi dans le but d'agir sur ce réel et d'améliorer la situation économique. Vous avez par exemple les ménages consomment ce que produisent les entreprises,
Les entreprises ne peuvent produire qu'avec l'aide du travail des ménages. L'État récolte l'impôt des entreprises et des ménages, car cette activité crée de la richesse et cette richesse doit être redistribuée, en partie en tout cas pour ne pas avoir des écarts énormes entre les pauvres et les riches dans un pays. Et avec le reste du monde, par exemple, on peut pallier à des insuffisances de production ou de consommation des biens sur le marché local, mais on peut aussi exporter ce qui n'est pas absorbé par le marché local. Vous voyez que le fait de décomposer en fait la société en agents économiques, on peut repérer des activités économiques sur lesquelles on peut agir en fonction des problèmes économiques qui se manifestent dans la société. On va voir en détail comment la macroéconomie procède pour détecter ce monde et le mettre en évidence afin d'effectuer des opérations bien précises pour réparer ce qui est à réparer en économie. Pour clarifier les relations qu'il y a entre ces quatre agents économiques, je vais les représenter dans un circuit économique. Mais d'abord, c'est quoi un circuit économique? Un circuit économique, c'est une représentation schématique de la circulation de la richesse, de la valeur. Je vais prendre un exemple très simple. Vous avez une entreprise qui vend des produits à des ménages. Et donc, suite à leurs échanges, il y a des flux de la valeur. On va dire par exemple que l'entreprise envoie ce produit aux ménages et les ménages, en contrepartie, payent ce produit à l'entreprise. Et donc, on peut illustrer cet échange dans un circuit économique simplifié. Vous avez des biens et services qui se transfèrent de l'entreprise au ménage, qu'on peut représenter sur cette flèche, et dans l'autre sens, on a le paiement des ménages de ces biens et services, qu'on représente sur cette flèche dans l'autre sens. Là, vous avez un petit circuit économique simplifié, mais ce petit schéma qui peut apparaître anodin constitue la base de l'économie. L'économie à grande échelle n'est rien d'autre en fait que la multiplication de ces opérations entre les différents acteurs, les différents agents économiques. Ici, on est en présence, en fait, si vous voulez, d'une cellule de l'organisme économique national. Cette flèche que vous voyez ici, multipliée à tous les échanges qui s'effectuent dans une économie, ça représente la demande globale. Et l'autre flèche qui va des entreprises aux ménages, ça représente en fait l'offre globale à l'échelle nationale. Ce billet-là que les ménages payent pour recevoir ce paquet véhicule en soi un pouvoir d'achat. Si par exemple avec ce billet on achète 2 paquets au lieu d'un seul paquet, on va dire que le pouvoir d'achat de ce billet est plus grand. Par contre, si on achète moins avec ce billet, eh bien on peut dire que le pouvoir d'achat de ce billet diminue. Et dans ce cas, on parle de l'inflation. Vous voyez que rien qu'avec ce petit schéma, on peut visualiser des problématiques économiques dans la société. Si par exemple, on vous explique ce que ça veut dire le PIB et que vous ne comprenez pas, eh bien c'est simple. Dans ce schéma, ce que représente le PIB, c'est simplement en fait ce qui est produit par les entreprises et vendu sur le marché. Donc, c'est ce paquet-là. Ou bien, c'est la somme de tout ce qui est produit en société et échangé sur le marché. Mais les biens et services qui sont échangés sur le marché, on les évalue en fait avec ce flux-là, avec ce qu'on paye en contrepartie. En fait, la valeur de tout ce qui est produit dans la société et leur contre-valeur échangée en termes monétaires, ça représente exactement la même valeur. Ce flux qui représente le paiement, on l'appelle flux monétaire. Et l'autre flux, ça s'appelle flux réel. Mais on peut ajouter un autre schéma, un autre petit circuit économique, des éléments qui permettent de mieux comprendre l'économie. Parce que cet échange représenté par ces 2 flèches, ça se passe au travers d'un marché qu'on va nommer marché de biens et services. Il faut comprendre à ce stade que le circuit économique n'est rien d'autre qu'une simple illustration schématique des différents échanges qui s'effectuent entre les agents économiques. Et donc, vous pouvez rencontrer plein de modèles de circuits économiques différents des uns des autres en fonction des auteurs et de leur réalité économique qu'ils veulent simplifier et analyser. En ce qui me concerne dans ces cours, je vais vous donner le circuit économique le plus adapté à l'analyse macroéconomique. C'est bien ce qu'on va voir dans la suite de ces cours. Je vais vous présenter un circuit économique qui va vous permettre de comprendre les grandes équations macroéconomiques très facilement.
Ce circuit économique que je vais vous présenter va rendre évident les grandes équations les plus importantes utilisées en macroéconomie. Tout d'abord, on va mettre nos agents économiques. Vous avez les ménages, les entreprises, l'État et le reste du monde. Alors, je vais les écarter au maximum parce qu'à l'intérieur, il y aura toute l'information nécessaire pour l'analyse macroéconomique de la société. La dernière fois, je vous avais présenté la relation la plus importante dans ce circuit économique, c'est celle qui se passe en achetant des biens et services aux entreprises. Les ménages achètent des biens et services, donc ces biens et services se transfèrent de l'entreprise vers les ménages en passant par le marché, et les ménages, en contrepartie, payent ces biens et services aux entreprises. Maintenant, pour améliorer ce circuit économique, on peut se demander d'où vient en fait cet argent-là que les ménages payent en achetant des biens et services aux entreprises. En d'autres termes, comment les ménages arrivent à avoir de l'argent pour acheter des biens et services aux entreprises? Alors, officiellement, il y a deux manières pour avoir de l'argent. Soit en travaillant, soit en investissant. Quand on travaille, on reçoit une rémunération qui est le salaire principalement, et quand on investit, on reçoit un profit. Je vais restructurer un petit peu le schéma. On va ajouter d'autres éléments à notre circuit. On va ajouter un autre marché qu'on peut nommer marché du travail, mais on va inclure aussi le facteur capital dans ce marché. Donc on va le nommer d'une manière générale marché des facteurs de production. Je vais remettre les flèches précédentes. Et on va mettre sur la flèche bleue qui représente le transfert de biens et services, on va mettre simplement la lettre C parce que ces marchandises sont destinées à la consommation des ménages. Donc C, ça représente la consommation. Et sur l'autre flèche, on va mettre simplement le signe euro pour simplifier. C'est le transfert d'argent, c'est le paiement. Par rapport à ce marché, on va représenter la flèche qui représente l'offre du travail qui vient des ménages, mais aussi du capital. Donc le transfert du travail et du capital au travers le marché des facteurs de production vers les entreprises est représenté par cette flèche ou bien ces deux flèches bleues. On va nommer K capital et L travail. Et en contrepartie, vous avez cette flèche rouge qui représente le flux monétaire, c'est le salaire ou bien le profit. Peut-être ici, vaut mieux remplacer le signe euro par P et W. P, c'est les profits, et W, wage en anglais, qui signifie salaire. Vous voyez ici qu'en ajoutant en fait ce marché des facteurs de production, on peut expliquer la provenance de l'argent. En fait, la provenance de l'argent vient en fait soit du travail, soit de l'investissement représenté par cette flèche bleue. En fait, là, on arrive avec ces deux marchés à représenter la circulation de l'argent. L'argent fait le cercle complet. Vous avez les salaires et les profits qui vont aux ménages, et puis les ménages, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Ils l'utilisent pour acheter des biens et services aux entreprises. Et ainsi de suite, vous avez la circulation de l'argent ici. Et on peut améliorer ce circuit en ajoutant d'autres utilisations de l'argent. À part consommer, les ménages peuvent aussi épargner à la banque ou bien sur les marchés financiers en général. Et donc, on va ajouter ici le marché financier. On va avoir une flèche rouge qui va vers le marché financier en partant des ménages. Et cette flèche, ça représente l'épargne. On va nommer S, save en anglais. Ça représente l'épargne. Et cet argent-là accumulé sur les marchés financiers et au niveau des banques, ça sert à quoi en général? Ça sert à être prêté pour les entreprises afin d'investir. Donc on va ajouter ici une flèche qui représente l'investissement des entreprises, qu'on va nommer I. I, ça représente l'investissement des entreprises. En général, les flèches rouges, ça représente des flux monétaires et les flèches bleues, ça représente des flux réels. Maintenant, on peut se poser la question, les entreprises reçoivent cet argent-là pour investir. On doit représenter alors le flux réel de cet investissement, comme par exemple l'achat d'un bâtiment, d'un garage, d'une machine, d'une camionnette. Tout ça, c'est des flux réels qui doivent être représentés sur ce schéma. Et puisque ces achats se passent sur le marché des biens et services, comme acheter par exemple une machine, on va aller sur le marché de biens et services et on va acheter une machine. Et comme ces achats aussi se passent entre les entreprises elles-mêmes, on va représenter ça par une flèche à double sens qu'on va nommer I. C'est l'investissement des entreprises, mais en termes réels.
Alors, il y a encore une autre utilisation de l'argent que les ménages reçoivent à la suite de leur travail ou bien de leur investissement. C'est le paiement des impôts et taxes. On va représenter ce flux avec cette flèche-là. Et on va nommer l'impôt ou bien les taxes par un grand T. Donc T, ça représente les impôts et taxes. Et qu'est-ce que l'État fait avec cet argent-là qu'il reçoit des ménages? Eh bien, il commande aux entreprises des travaux publics, par exemple. Et cette flèche, on va la nommer grand G. C'est les dépenses publiques. Et en retour, les entreprises exécutent les travaux publics. C'est un flux réel qu'on va représenter sur cette flèche, qu'on nomme aussi grand G. Et ces dépenses publiques, en fait, sont offertes gratuitement aux ménages. On va représenter ça sur cette flèche. C'est les différents services publics. C'est ce qu'on va nommer aussi grand G. Et ça représente les dépenses publiques, mais en termes réels. Il reste peut-être une dernière chose à représenter sur ce schéma, c'est les exportations et les importations. Et cette activité se passe avec le reste du monde. On va représenter sur la flèche bleue les exportations. C'est une flèche qui va de notre marché intérieur vers l'extérieur. Et ces exportations, on va les noter X. Dans l'autre sens, il y a le paiement de ces exportations. Et à l'inverse, les importations, c'est un flux de marchandises vers notre marché intérieur qui vient de l'extérieur, qu'on peut noter grand M. M représente les importations. Et en retour, sur la flèche rouge, on représente le paiement de ces importations. Et voilà, notre circuit est complet. Il reste à savoir maintenant comment on peut exploiter ce circuit, ce schéma, pour en déduire les grandes équations macroéconomiques. Je vais vous présenter maintenant les grandes équations macroéconomiques. Ces équations sont très importantes car elles permettent de clarifier à grande échelle comment une économie nationale fonctionne. Et elles constituent également la base des politiques monétaires et budgétaires pratiquées par les États et les banques centrales. La dernière fois, j'ai construit ce circuit économique. Si vous n'avez pas encore regardé le cours d'avant, vous pouvez aller le voir, ça va vous aider à comprendre la suite. Je vais vous faire un rappel rapide de ce circuit économique. On représente ici nos 4 agents économiques. Vous avez les ménages, l'État, les entreprises et le reste du monde. On représente globalement les relations qu'il y a entre ces 4 agents économiques. À travers ces 3 marchés, vous avez le marché des biens et services, le marché des facteurs de production et vous avez le marché financier. Sur le marché des biens et services, vous avez l'achat de biens de consommation représenté par cette flèche. Et dans l'autre sens, c'est le paiement. Sur le marché des facteurs de production, on a le travail et le capital comme facteurs de production exploités par les entreprises pour générer des profits et salaires qui se renvoient aux ménages. L'argent qui n'est pas dépensé par les ménages est épargné à la banque et la banque octroie des crédits aux entreprises pour investir. Et on représente également l'impôt et taxes sur cette flèche que l'État utilise pour engager des dépenses publiques au profit des ménages. Avant d'avancer, j'aimerais bien clarifier une chose importante. Ce qu'on représente ici dans les ménages, il n'y a pas que les travailleurs, mais les propriétaires d'entreprises également. Et les entreprises que je représente ici sont en fait des personnes morales indépendantes des patrons ou bien des propriétaires d'entreprises. Je vais réduire un petit peu mon schéma, j'espère que ça reste lisible, car j'ai besoin d'un peu d'espace pour exploiter ce circuit économique et écrire les différentes équations macroéconomiques qu'on peut en tirer. Avant cela, je dois vous expliquer quelques notions importantes. Tout d'abord, vous avez la notion de revenu national. Ce revenu national, en fait, n'est rien d'autre que la somme de tous les revenus distribués dans la société, que ce soit sous forme de profit ou bien sous forme de salaire. Alors la notation qu'on va donner à ce revenu national, c'est Y. Et donc quand on parle de revenu national, on va simplement l'indiquer par la lettre Y. Et donc ce revenu national Y est égal à la somme des profits et salaires distribués dans la société. Il faut savoir aussi que ces revenus distribués dans la société n'est rien d'autre que la recette générée par les entreprises à la suite de la vente de tout ce qui est produit dans la société. Et tout ce qui est produit dans la société et vendu sur le marché, ça porte un nom, ça s'appelle le PIB, produit intérieur brut.
Et donc à partir de maintenant, quand on parle de Y, on parle du PIB ou bien du revenu national. Ces trois termes, en fait, ça revient au même. Ça représente en quelque sorte, dans le cadre de cette analyse, des synonymes. Donc on a ici notre première équation qu'on peut encadrer. Et puis ici, on poursuit en fait cette flèche qui représente le revenu national. On trouvera que ça peut être dépensé ou bien utilisé de trois manières différentes. Une partie de ce revenu va être consacrée à la consommation des ménages, une autre partie va être épargnée, et on a aussi le paiement des impôts et taxes à l'État. Et donc à partir de là, on peut avoir notre deuxième équation. Y est égal la consommation plus l'épargne plus l'impôt et taxes. Et on peut avoir une troisième formule si on réfléchit à la source de ce revenu. En fait, ce revenu national n'est rien d'autre que le produit des ventes de toutes les entreprises à l'intérieur des frontières d'un pays. Et donc, ce produit national qui se distribue aux ménages, ça vient de plusieurs sources. Ça provient des ventes sur le marché des biens et services sous forme de consommation des ménages. Vous avez aussi les dépenses publiques qui viennent de l'État. Vous avez l'investissement des entreprises, mais vous avez aussi ce qui vient de la vente à l'extérieur sous forme d'exportation. Et on va tenir compte de l'argent qui sort en achetant de l'extérieur ce qui n'est pas produit localement. Et donc, on va avoir une autre formule. Vous avez Y qui est le produit intérieur brut ou bien le revenu national est égal à la consommation des ménages, est égal aux dépenses publiques, est égal à l'investissement des entreprises, est égal à l'exportation moins les importations. Et voilà encore une autre formule de notre produit intérieur brut. Je peux ajouter également une autre formule qui ne peut pas être déduite de ce circuit économique. Le produit intérieur brut, ou bien Y, est égal à la somme des valeurs ajoutées. En fait, ce qu'on calcule dans le PIB, c'est uniquement ce qui est destiné à la consommation finale des agents économiques. Les consommations intermédiaires ne sont pas prises en compte, c'est-à-dire tout ce qui est vendu sur le marché pour se servir à la fabrication d'un autre bien, d'un autre produit. Je peux vous donner un exemple très simple. La vente par exemple de la farine pour fabriquer du pain n'est pas intégrée dans le produit intérieur brut, parce que dans le prix du pain qui va être vendu à un consommateur final, il y a déjà le prix de la farine. Donc, pour ne pas compter deux fois le prix de la farine, on ne s'intéresse qu'aux valeurs ajoutées pour calculer notre produit intérieur brut. La dernière fois, je vous ai présenté les grandes équations macroéconomiques et aujourd'hui, on va exploiter ces différentes équations macroéconomiques pour savoir ce qui se passe à l'équilibre dans une économie nationale. Je rappelle encore une fois l'importance de regarder les vidéos d'avant pour mieux suivre et continuer ce raisonnement. Et donc la dernière fois, on est arrivé à ce schéma-là. On a ici les grandes équations macroéconomiques. Vous avez le revenu national est égal à tout ce qui est distribué soit sous forme de profit ou bien de salaire. Ce même produit national est égal à la consommation plus l'épargne plus l'impôt et taxes. On a aussi ce revenu national et le fruit ou bien le produit de tout ce qui est demandé sur le marché intérieur. C, c'est la consommation des ménages. G, c'est les dépenses publiques de l'État. I, c'est l'investissement des entreprises. X, c'est les exportations vers l'extérieur. Et M, c'est les importations des produits étrangers. Et puis on a une dernière formule ici, le produit intérieur brut ou bien le revenu national est égal à la somme des valeurs ajoutées. Regardez bien ce qui va se passer si on met en relation ces équations. Surtout cette équation-là et celle-là. Vous avez ici Y est égal à tout ça, et là vous avez Y est égal à tout ça. Ce qui fait que ça est égal à ça. Donc, on a C plus S plus T est égal à C plus G plus I plus X moins M. On peut simplifier en se débarrassant de C, puisqu'on le trouve des deux côtés de l'égalité. Et de cette manière, on va avoir S plus T est égal à G plus I plus X moins M. Alors, le moins M, on va le transférer de l'autre côté de l'égalité. On va avoir S plus T plus M est égal à G plus I plus X. La première partie de cette égalité, ça représente les fuites du circuit économique. Et la deuxième partie de l'égalité, on parle des injections au circuit économique.
Alors je sais, ce n'est pas clair tout ça, mais je vais vous expliquer de quoi s'agit-il au juste. La cellule principale de l'économie est formée par ces deux agents économiques. Vous avez les entreprises et les ménages. Vous avez ce cercle très important. L'entreprise octroie des revenus aux ménages sous forme de profits et de salaires. Et puis les ménages utilisent ce revenu pour principalement consommer ce que produisent ces entreprises. Alors, qu'est-ce qui va permettre d'augmenter les revenus des ménages? Eh bien, c'est tout ce qu'on appelle les injections au système. Pour augmenter ces revenus, les entreprises peuvent investir. L'État peut commander également aux entreprises les travaux publics, donc il va augmenter les dépenses publiques. Et les entreprises peuvent vendre à l'extérieur leurs produits et avoir plus de revenus. Et donc ces trois éléments permettent d'augmenter en fait le revenu. Il s'agit dans ce cas des injections au système économique. Et ce revenu distribué aux ménages doit être utilisé principalement pour consommer. Parce que cette consommation, ça fait développer les entreprises nationales, ce qui va générer encore plus de revenus. Et on se retrouvera au final dans un cercle vertueux qui génère des revenus en permanence et d'une manière croissante. On verra plus tard que la consommation des ménages peut avoir un effet multiplicateur sur les revenus. Et quand on parle de l'augmentation du revenu, en fait, on parle de la croissance économique. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas garantir que les ménages vont utiliser leurs revenus principalement pour consommer. Ils peuvent également épargner, payer des impôts et taxes, ça c'est obligatoire, et ils peuvent aussi importer des biens de l'extérieur, c'est-à-dire importer des biens de consommation qui viennent des entreprises étrangères installées à l'extérieur des frontières. Et ces trois éléments-là représentent les fuites du système économique. C'est bien ce que vous avez ici dans cette équation. Et donc, à l'équilibre, les injections du système doivent compenser les fuites du système pour préserver cette circulation qui constitue la base de l'économie nationale. Ça, c'est la première exploitation de ces formules. Maintenant, on va déduire une autre relation très importante en macroéconomie si on suppose par exemple que l'économie est fermée et sans l'État. Alors, dans ce cas, il n'y aura pas d'exportation, il n'y aura pas d'importation, mais également il n'y aura pas de taxes, d'impôts et il n'y aura pas de dépenses publiques. Ce qui restera, c'est S égale I. Et cette égalité entre l'épargne et l'investissement, c'est une égalité qui représente, ou bien qui se produit à l'équilibre sur le marché des biens et services. On peut déduire cette égalité d'une autre façon. Si je pars de cette équation, là, vous avez exportation moins les importations, ça représente en fait la balance commerciale. Si je renvoie le I de l'autre côté de l'équation, on va avoir S moins I. Je renvoie le T également de l'autre côté de l'équation. On va avoir est égal G moins T plus X moins M. Alors là, on obtient une autre information importante. X moins M, ça représente l'équilibre de la balance commerciale, c'est-à-dire qu'à l'équilibre, on devrait avoir les exportations égales les importations. G moins T, ça représente l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire que les impôts et taxes doivent être égales aux dépenses publiques à l'équilibre. Ce qui reste, c'est S moins I, ça représente en fait l'équilibre sur le marché de biens et services. C'est-à-dire qu'à l'équilibre, on devrait avoir l'épargne égale investissement. Donc, si on a un équilibre de la balance commerciale, ça devrait être égal à 0. Et si le budget de l'État est équilibré, c'est-à-dire que l'impôt et taxe est égal aux dépenses publiques. Donc, à l'équilibre, tout ça égale 0, tout ça égale 0, ce qui fait que ça devrait être égal à 0. S moins I égale 0 signifie que S égale I. Donc, à l'équilibre, sur le marché de biens et services, on a l'épargne égale l'investissement. Je vais vous présenter l'équation la plus importante en macroéconomie de la manière la plus simple possible. Et cette équation, c'est l'offre globale égale demande globale. On peut écrire également en anglais AS égale AD. L'offre globale, c'est tout ce qui est produit par les entreprises à l'intérieur des frontières d'un pays, c'est-à-dire le PIB,
le produit intérieur brut. Et la demande globale, c'est tout ce qui est demandé par les différents agents économiques. Les ménages, leur demande, c'est la consommation. Les entreprises, leur demande, c'est l'investissement. L'État, c'est les dépenses publiques. Et le reste du monde, c'est les exportations nettes d'importation. Dans cette vidéo, je vais vous clarifier cette égalité entre offre globale et demande globale. D'abord, je dois préciser une distinction importante entre la notion du PIB et la notion de PNB. Le PIB, ou bien le produit intérieur brut, représente la production à l'intérieur d'un pays. Tout ce qui est produit, que ce soit par les entreprises nationales ou étrangères, à l'intérieur des frontières d'un pays. Alors que PNB, produit national brut, c'est tout ce qui est produit par les agents nationaux, les entreprises nationales, que ce soit à l'intérieur d'un pays ou bien à l'extérieur des frontières. Mais ce qui m'intéresse ici particulièrement, c'est le produit intérieur brut. On a vu que le PIB est égal à la consommation des ménages plus l'investissement des entreprises plus les dépenses publiques plus l'exportation nette, c'est-à-dire exportation moins importation. Le PIB, ça représente l'offre globale sur le marché intérieur. Et tout ça, ça représente la demande globale exprimée par tous les agents économiques. La demande des ménages, c'est la consommation. La demande des entreprises, c'est l'investissement. L'État, c'est les dépenses publiques. Et le reste du monde, c'est l'exportation nette des importations. Pour bien comprendre cela, je vais vous illustrer ça dans notre circuit économique. Je vous ai expliqué que le produit intérieur brut, ou bien le revenu national, tout ce qui est distribué comme revenu aux ménages, que ce soit sous forme de profit ou bien de salaire, provient de tout ce qui est produit et vendu sur le marché par les entreprises à l'intérieur des frontières. Vous avez la consommation des ménages, c'est cette flèche-là qui rentre à l'entreprise. Les dépenses publiques, c'est cette flèche-là qui rentre à l'entreprise. L'investissement, c'est cette flèche-là qui rentre à l'entreprise. Et les exportations, c'est cette flèche-là qui provient des ventes des entreprises. On tient compte, bien sûr, des importations. Alors, pour que ça soit encore plus clair, imaginez par exemple que les entreprises ont produit tout cela. Alors là, ce que vous avez ici, en fait, c'est la production à l'intérieur d'un pays. Et ce que représente ce paquet ici, c'est bien ce qui va être acheté par les ménages de l'extérieur du pays. Ça va constituer les importations. Donc tout ça, ça constitue notre PIB, produit intérieur brut. Et donc on va dire par exemple que les consommateurs ou bien les ménages vont prendre 2 paquets ici. Donc ils ont acheté ça et ce paquet qui est là en fait est destiné à l'exportation vers l'extérieur. Les ménages ont importé par exemple ce paquet-là de l'extérieur, c'est les importations. L'État a commandé la construction d'une autoroute par exemple qui va profiter au final aux ménages sous forme de service public gratuit. On va garder ça ici. Et on va dire que cette machine, ça représente les investissements des entreprises achetés sur le marché des biens et services par les entreprises qui investissent dans cette machine. Et donc le même PIB, le même produit intérieur brut qu'on a visualisé tout à l'heure avec la production des entreprises, on peut le trouver dispatché entre les différents agents économiques. Ces 2 paquets-là, ça représente la consommation des ménages. La construction de l'autoroute, ça représente les dépenses publiques. La machine, ça représente l'investissement des entreprises. Ce paquet vendu à l'extérieur, ça représente les exportations. Et l'autre paquet qui reste ici, en fait, ça vient de l'extérieur, c'est les importations. Donc, ce n'est pas produit par les entreprises à l'intérieur des frontières, on met un signe moins. Et voilà, on retrouve visuellement notre PIB, notre formule du PIB. Le PIB, ou bien le revenu national, est constitué de la consommation des ménages, plus les dépenses publiques, plus l'investissement, plus les exportations, moins les importations. Je dois repréciser pour ne pas avoir la confusion avec ces 2 notions. Quand je parle de revenu national, dans le cadre de cette analyse macroéconomique, je ne parle pas de la notion du produit national brut, mais je parle du PIB, produit intérieur brut.
Si vous avez bien compris cette égalité entre offre globale et demande globale, on va pouvoir commencer ce qu'on appelle le modèle ASAD. Le modèle ASAD, c'est un modèle qui met en relation l'offre globale représentée par AS et la demande globale représentée par AD. L'offre globale, c'est bien ce qui est produit à l'intérieur d'un pays, c'est le PIB, produit intérieur brut, et la demande globale, c'est tout ce qui est demandé par les agents économiques. C'est bien ce qu'on résume dans la formule C plus I plus G plus X moins M. C, c'est la consommation des ménages, I, c'est l'investissement des entreprises, G, c'est les dépenses publiques de l'État, X, c'est les exportations, et M, c'est les importations. Et donc, à l'équilibre, on a un revenu national d'équilibre Y étoile, c'est le PIB à l'équilibre, et on a aussi un niveau général de prix d'équilibre, P étoile. Je dois préciser quelque chose par rapport à ce graphique. Vous voyez ce graphique, en fait, il faut comprendre que ce prix-là, ce n'est pas le prix d'un bien particulier, mais c'est le niveau général des prix. C'est-à-dire que ça représente la moyenne de tous les prix pratiqués dans une économie. Et on peut calculer son évolution d'année en année par ce qu'on appelle indice des prix à la consommation. C'est avec cet indice-là qu'on évalue l'inflation. En fait, comment on fait ça pratiquement? On prend un panier de biens de consommation qui représente globalement la consommation habituelle des ménages et on suit dans le temps l'évolution du prix de ce panier de biens pour savoir si le niveau général des prix a augmenté ou bien a diminué. Quand on a une augmentation, on parle d'inflation et quand on a une diminution, on parle de déflation. Et puis autre chose qu'il faut savoir, c'est que ce Y-là, ça représente la production à l'intérieur d'un pays. C'est le revenu national. C'est tous les revenus distribués aux agents économiques sur le territoire national. Et ça représente en fait le PIB. L'essentiel de cette analyse macroéconomique, c'est de comprendre comment ça fonctionne l'économie à l'échelle nationale, mais aussi de comprendre sur quoi intervenir pour avoir plus de croissance économique, c'est-à-dire augmenter le PIB dans ce sens-là. Et pour cela, on peut agir sur l'offre globale ou bien sur la demande globale. Et agir sur la demande globale, par exemple, c'est d'agir sur l'un de ces 5 paramètres: la consommation, l'investissement, les dépenses publiques, les exportations, les importations. Et chacun de ces 5 éléments peut dépendre de plusieurs facteurs, que ce soit à la hausse ou à la baisse. C'est ce qu'on appelle les déterminants des grandes fonctions. En fait, chaque élément ici est une fonction à part qui dépend de plusieurs facteurs. On va voir quelques-uns de ces facteurs. On a cette fameuse équation qui résume l'offre globale et la demande globale. L'offre globale, c'est tout ce qui est produit par les entreprises. Et la production des entreprises, ça se passe au travers 2 facteurs de production: le capital et le travail. Donc, cette production, c'est une fonction du capital et du travail. Je dois préciser à ce niveau que Keynes fait la distinction entre la période de plein emploi et la période de sous-emploi. La notion de plein emploi, ça renvoie au fait que ces 2 facteurs de production sont utilisés dans la société à leur capacité maximum. Et à l'inverse, une économie de sous-emploi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chômage dans le pays et que le capital n'est pas utilisé à sa capacité maximum. Je vais revenir sur ces notions plus tard. Ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir de quoi dépend en fait chaque élément ici dans la demande globale. Qu'est-ce qui peut influencer la consommation, à la hausse ou à la baisse? On a le revenu disponible. Si le revenu disponible augmente, la consommation augmente. Mais c'est quoi le revenu disponible? Le revenu disponible, en fait, c'est le revenu des ménages moins l'impôt et taxes. On a vu d'une manière générale que le revenu est égal à la consommation plus l'épargne plus l'impôt et taxes. Mais une fois qu'on paye l'impôt, ce qui restera, c'est le revenu disponible qu'on peut noter YD. Et ce revenu disponible est égal au revenu moins l'impôt et taxes est égal à la consommation plus l'épargne. Et donc, je peux en déduire que l'impôt et taxes peut influencer aussi la consommation, parce que l'augmentation de l'impôt et taxes
va diminuer mon revenu disponible et donc va diminuer ma consommation. Il y a aussi le niveau général des prix. Si par exemple le niveau général des prix augmente, c'est-à-dire il y a une inflation dans une économie, eh bien les ménages vont consommer moins parce que leur pouvoir d'achat diminue. Il y a aussi le taux d'intérêt réel. Le taux d'intérêt réel, en fait, c'est le taux d'intérêt nominal moins l'inflation. Quand le taux d'intérêt réel augmente, en fait, on préfère consommer plus tard, on préfère placer notre argent et gagner dans le futur plus d'argent pour consommer que de consommer actuellement aujourd'hui. En fait, d'une manière générale, vous avez le revenu disponible est égal à la consommation plus l'épargne. Et l'épargne, en fait, n'est rien d'autre que la consommation différée. C'est la consommation qu'on préfère avoir dans le futur. Et parmi les facteurs qui influencent ce choix de placer l'argent au lieu de le consommer, c'est le taux d'intérêt réel. On peut avoir d'autres facteurs qui influencent la consommation à la hausse ou à la baisse, comme le sentiment de richesse par exemple, ou bien de confiance en l'avenir, etc. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui influence les investissements, à la hausse ou à la baisse. Le facteur le plus important ici à indiquer, c'est le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire le taux d'intérêt nominal moins l'inflation. En fait, d'une manière générale, un investisseur a le choix entre deux choses. Avant d'investir, il doit comparer son investissement ou bien la rentabilité de son investissement avec le taux d'intérêt réel proposé par la banque. Et donc, si le taux de rentabilité de son investissement est inférieur au taux d'intérêt réel proposé par la banque, à ce moment-là, il est préférable de placer l'argent que de l'investir. On peut citer également le niveau général des prix, c'est-à-dire l'inflation. Quand il y a de l'inflation dans une économie, il n'est pas préférable d'investir. Et puis, il y a les anticipations. Pour Keynes, et les anticipations, c'est en fait l'état d'esprit de l'investisseur. Si l'investisseur voit que le monde est agité, il n'y a pas de climat stable pour investir, eh bien, ils ne vont pas investir dans ces conditions-là. Et puis, vous avez les dépenses publiques. En fait, les dépenses publiques, ça dépend de l'État. On va dire que c'est une variable exogène. Ça veut dire quoi exogène? Ça veut dire que cette variable, les dépenses publiques, ne sont pas déterminées par les paramètres du système économique, mais plutôt par des décisions politiques. Et puis vous avez les exportations moins les importations. On peut citer rapidement pour ça, vous avez le niveau général des prix, c'est-à-dire de l'inflation. Quand il y a de l'inflation dans une économie, les ménages auront tendance à importer des biens moins chers de l'extérieur. Donc X moins M sera plus grand. Et puis vous avez le taux de change. Pareil par rapport au taux de change, quand le taux de change est faible, eh bien les ménages auront tendance d'acheter moins cher de l'extérieur et donc X moins M sera plus grand. Parmi les présentations que vous allez voir en macroéconomie, vous avez cette présentation entre deux courbes. La première c'est AS et la deuxième AD. AS c'est l'offre globale et AD c'est la demande globale. Y, ça représente le revenu national ou bien le PIB, le produit intérieur brut, et le P, ça représente le niveau général des prix. Et donc, à l'intersection de ces deux courbes, on a un point d'équilibre représenté par une certaine production Y étoile et un niveau de prix général P étoile. Et le but de cette analyse, c'est de voir de quelle manière on peut produire davantage, on peut avoir plus de production et donc avoir une croissance économique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ce produit intérieur brut, on devrait avoir un autre produit intérieur brut plus loin et donc avoir une courbe éloignée de cette manière. C'est-à-dire une autre demande globale plus importante que la précédente. Il faut comprendre que dans l'analyse macroéconomique, on distingue entre deux périodes principales. Vous avez la période de sous-emploi, c'est toute cette partie-là où notre prix ne bouge pas en fait, c'est-à-dire que même si j'ai une demande globale plus éloignée, plus grande, j'aurai presque le même prix ici, le même niveau général de prix.
Et cette analyse est une analyse de court terme. Et puis, il y a une autre analyse de long terme qui vise le plein emploi. Le plein emploi, c'est la production maximum, en fait, dans une économie, en utilisant les capacités maximales de production, c'est-à-dire le maximum de capital et le maximum de travail. Dans une analyse de courte période, en fait, le stock de capital est fixe. On a deux facteurs de production, le capital et le travail. Dans l'analyse de court terme d'une économie en sous-emploi, on suppose que le capital est fixe. Ce qui change, c'est uniquement le facteur travail. Et toute la question dans cette analyse, c'est de comprendre de quelle manière, en fait, cette demande globale peut s'éloigner dans ce sens-là, pour avoir plus de production nationale et donc plus de croissance économique. Et pour croître la demande globale dans une économie, il faut croître en fait la demande des agents économiques, c'est-à-dire la consommation des ménages, l'investissement des entreprises, les dépenses publiques, les exportations moins les importations. Et pour Keynes, on peut avoir un effet multiplicateur, c'est-à-dire que si j'augmente l'investissement d'une unité, la production nationale ou bien le produit intérieur brut va augmenter de 5 fois plus. C'est-à-dire que le revenu des ménages globalement va croître de 5 fois plus que la croissance de l'investissement. Je vais vous présenter cette analyse et de quelle manière on peut penser que la croissance de l'investissement d'une unité peut faire croître les revenus des ménages de 5 fois plus. Cela reste valable à condition que les ménages consomment 80% de leurs revenus. Je vais vous présenter cette analyse. Pour Keynes, la consommation est une fonction du revenu. En fait, l'expression de la consommation peut s'écrire de la manière suivante. C est égal à fois Y plus B. C, c'est la consommation. Petit a, c'est la propension à consommer. Y, c'est le revenu national ou bien le revenu des ménages. Et B, c'est la consommation autonome. En fait, ici, on explique d'où vient la consommation des ménages, comment les ménages arrivent à payer leur consommation. Et c'est tout à fait logique, en fait, ça vient d'une partie de leur revenu, et cette partie, on l'appelle propension à consommer. En fait, c'est un pourcentage ou bien une petite partie de Y. Et cette petite partie peut s'exprimer en pourcentage ou bien par l'unité. Si par exemple les ménages utilisent 80% de leurs revenus pour consommer, eh bien petit a est égal à 80%. Ou bien on peut écrire également 0,8. Et B, c'est la consommation autonome, c'est-à-dire que les ménages peuvent financer une partie de leur consommation par autre chose que le revenu. Par exemple, la richesse ou bien le patrimoine déjà existant chez les ménages. Alors, si vous avez compris ça, on va avancer un peu dans l'analyse. La deuxième formule qu'il faut comprendre, c'est que le revenu en fait des ménages est décomposé en deux choses, la consommation et l'épargne. Là, on parle de revenus disponibles. Si vous avez par exemple un revenu de 100 euros, et on va supposer que globalement les ménages consomment jusqu'à 80% de leurs revenus. Donc dans ce cas, la consommation est de 80 et ce qui reste est épargné, c'est-à-dire 20. Et d'une manière générale, si vous avez par exemple un revenu de n'importe quelle somme, 100% de ce revenu en fait est consacré de deux manières. 80% est consommé et 20% est épargné. Alors, ce petit a que vous avez ici n'est rien d'autre que ce 80%. Et 80%, on peut l'écrire également 0,8. Et 20%, 0,2. Cela veut dire que pour chaque euro de revenu, 80 cents est dépensé dans la consommation et 20 cents est épargné. Alors, mon 0,8, c'est notre A. Et 0,2, on peut l'exprimer 1 moins A. Alors, ce 0,8, c'est la même chose que ici, c'est la propension à consommer. Et 1 moins A, c'est un pourcentage également. Ça s'appelle propension à épargner. Je vais mettre A sur le C et 1 moins A sur le S. Et on va garder cette formule pour l'utiliser plus tard. Le raisonnement de Keynes est le suivant. Vous augmentez par exemple l'investissement dans un pays, cet investissement, en fait, ça va constituer pour quelqu'un d'autre un revenu. Et ce revenu, en fait, va être décomposé en deux choses. Vous avez une partie va être consommée et une autre partie va être
épargné. On va mettre des chiffres sur cette situation. On va dire que vous avez un investissement de 100. Supposons que cet investissement, c'est l'achat d'une machine, par exemple. Alors, celui qui va vendre cette machine va recevoir ces 100 comme revenus. On va mettre ici 100 de revenus pour quelqu'un d'autre. Alors, si on suppose que 80% de ce revenu va être consommé et 20% épargné, on va mettre ici 80% de consommation et 20% en épargne. Et l'effet multiplicateur de Keynes, en fait, ça va se générer de la manière à ce que ce processus continue dans la société. Par exemple, cette consommation de 80%, ça constitue un revenu pour quelqu'un d'autre. Et donc, ce quelqu'un d'autre va faire le même processus, va consommer 80% et épargner 20%. Et ainsi de suite. Et ce processus, en fait, mathématiquement parlant, va générer 5 fois plus de revenus au total. C'est-à-dire que 100 euros d'investissement va provoquer, en fait, ou bien va faire croître les revenus des ménages 5 fois plus, c'est-à-dire 500 de revenus. Après, les chiffres peuvent être en milliers, en millions, en milliards. Alors, je vais vous expliquer ça d'une manière mathématique. Je vais partir de cette situation. Quelqu'un reçoit un revenu de 100. 80% de ce revenu est consommé et 20% est épargné. Et puis ce processus va continuer. Ce 80 de consommation va constituer pour quelqu'un d'autre un revenu. Y égale 80. Et puisqu'on suppose que 80% du revenu est consommé, on va avoir ici une consommation de 80 fois 80%. Ou bien 0,8 fois 80. Ce qui fait 64. Et ce qui reste jusqu'à 80 est épargné. Donc ça fait 16 est épargné. Ce 64 de consommation va constituer pour quelqu'un d'autre un revenu. Et ce revenu de 64, 80% va être consacré à la consommation. 0,8 fois 64 va être consommé. Ce qui fait 51,2. Et le reste va être épargné, c'est-à-dire 12,8. Alors, je vais vous montrer d'une manière mathématique combien ça va donner au total de revenus. En partant d'un revenu de 100, on va voir combien de revenus ça va générer dans la société si on continue ce processus. La somme de tous les revenus qui vont être générés est égale à 100 de départ plus 80 plus 64 et ça continue. Est égal 100 plus. Alors le 80, comment on a obtenu le 80? Le 80, c'est simplement 0,8 fois 100. Et si on a donc 0,8 fois 100. Et 64, comment on a obtenu ce 64? C'est simplement le 80 fois 80% également. C'est-à-dire tout ça fois 80%. Donc ça fait 0,8 fois 0,8 fois 100. Ou bien on peut écrire 0,8 au carré fois 100. Et vous imaginez la suite, donc ça va faire 0, si on continue, 0,8 au cube fois 100, plus, et on continue comme ça. Si on met en facteur 100, on va avoir une fois, plus 0,8, plus 0,8 au carré, plus, et on continue jusqu'à l'infini. Je vais mettre un peu d'espace, je remonte un peu ça. Et si vous remarquez bien, là on est en présence d'une suite géométrique de raison 0,8. Et mathématiquement parlant, cela est égal à 1 sur 1 moins 0,8. Et ce 100, en fait, c'est l'investissement de départ. On peut le remplacer par I en général. Vous avez donc I fois 1 sur 1 moins 0,8. Donc, d'une manière générale, la somme des revenus obtenus à la suite d'une augmentation de l'investissement de 100, ça représente 1 sur 1 moins 0,8 fois l'investissement de départ. Donc là, c'est la formule générale qui justifie l'effet multiplicateur keynésien. Le 0,8, c'est la propension à consommer. Le 1 moins 0,8, ça représente la propension à épargner. Et si on calcule combien ça donne tout ça, on va avoir 5. Cela signifie que si j'augmente en fait mon investissement d'une unité, le revenu
en fait, va s'augmenter de 1 fois 5. Ça fait 5. Et c'est bien ce qu'on appelle effet multiplicateur. Et toute cette partie-là, 1 sur 1 moins 0,8, c'est ce qu'on appelle le multiplicateur keynésien. Et donc, vous voyez que si on veut avoir un effet multiplicateur, il faut que la plus grande partie du revenu des ménages soit consommée. Plus cette propension à consommer ce petit a est proche de 1, plus le multiplicateur est grand. Et à l'inverse, si cette propension à consommer est proche de 0, à ce moment-là, ce multiplicateur ne fonctionnerait pas. On peut obtenir aussi cette formule du multiplicateur d'une autre manière. Pour Keynes, à l'équilibre, l'investissement est égal à l'épargne. Or, si on a 20% du revenu est épargné, 20% ou bien 0,2 de Y est épargné, donc on a cette formule-là. On remplace 0,2 Y ici, on va avoir I est égal à 0,2 Y. Et donc, Y est égal à 1 sur 0,2 I. Et 0,2, on peut l'écrire 1 moins 0,8. Et voilà, on obtient la même chose avec cette méthode-là. Et d'une manière générale, ce 0,8 peut être remplacé par A, la propension à consommer. Ça peut être 0,7, 0,5, etc. Mais il faut savoir que plus le A s'approche de 1, plus le multiplicateur est grand. La dernière fois, je vous ai présenté l'effet multiplicateur de Keynes. L'effet multiplicateur en macroéconomie renvoie à l'idée que l'augmentation d'une variable économique comme l'investissement, les dépenses publiques, etc., peut conduire à une hausse plus que proportionnelle d'une autre variable et principalement générer plus de croissance économique. Si je reviens à mon graphique ici de l'offre globale et de la demande globale, le fait par exemple d'augmenter les investissements peut provoquer une augmentation plus que proportionnelle du PIB, dans ce sens-là. Et donc, par exemple, on va avoir ce niveau de PIB avec une autre courbe de demande globale qui passerait sur ce point-là. Pour Keynes, l'effet multiplicateur peut jouer aussi sur d'autres paramètres comme les dépenses publiques, par exemple. C'est-à-dire que l'augmentation des dépenses publiques peut générer une croissance plus que proportionnelle par rapport à la variation des dépenses publiques. Mais tout ça, ça reste valable dans une économie de sous-emploi. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer davantage cette notion de plein emploi et de sous-emploi. Si je reprends ma formule générale, PIB est égal C plus I plus G plus X moins M. Le PIB, en fait, c'est tout ce qui est produit à l'intérieur d'un pays. C'est l'ensemble des biens et services produits et échangés sur le marché dans un pays. Et ce qui permet de produire ces biens et services dans un pays, c'est ce qu'on appelle les facteurs de production. Il y en a deux, vous avez le capital et le travail. Et donc cette production-là, ces produits, ces biens et services sont produits en fonction en fait de l'utilisation de ces deux facteurs de production. Dans une économie en sous-emploi, ces deux facteurs ne sont pas utilisés à leur capacité maximum. Et puisqu'en sous-emploi, on a le capital qui est fixe, l'objectif reste d'augmenter L, c'est-à-dire avoir plus d'emplois dans le pays et moins de chômage. Je vous donne un exemple pratique. Vous avez par exemple, dans une économie, autant de facteurs de capital et de travail. Le capital est représenté par cette quantité de machines, d'usines, d'outils, etc. Et le facteur travail est représenté par exemple par ces travailleurs. Donc l'utilisation de ces deux facteurs de production, la combinaison d'une manière ou d'une autre de ces deux facteurs de production donne le PIB, donne la production au niveau national. Là, on peut mettre K pour capital. Une économie qui fonctionne en sous-emploi signifie qu'il y a moyen encore d'ajouter d'autres travailleurs qui sont au chômage et d'ajouter encore d'autres usines, d'autres machines, d'autres capitales. Et donc, au lieu de se limiter à cette quantité de facteurs de production, on va avoir plus de facteurs de production en marche dans la société, ce qui va produire davantage de PIB. Avec cette quantité de facteurs de production, on est en sous-emploi et en utilisant le maximum de facteurs de production, on se retrouverait dans une économie en plein emploi. Et ce qui permet de passer d'une économie en sous-emploi à une économie en plein emploi, c'est bien l'objectif principal de cette analyse macroéconomique. Si je reviens à mon graphique ici,
L'une des solutions à ce problème, c'est de croître les investissements dans l'espoir d'avoir un effet multiplicateur qui va faire en sorte de déplacer cette courbe AD demande globale plus loin et donc avoir moins de chômage dans le pays. Une deuxième chose qui peut être utilisée et qui peut avoir aussi un effet multiplicateur, c'est d'augmenter les dépenses publiques. Et ça aussi, on peut le prouver mathématiquement. C'est-à-dire qu'on peut démontrer mathématiquement que la variation du revenu ou bien du PIB est égale au multiplicateur keynésien fois la variation des dépenses publiques. C'est-à-dire que si la propension à consommer est de 0,8, ce multiplicateur va prendre la valeur 5. Et donc, si on augmente les dépenses publiques de 100, on va avoir une variation de revenu de 5 fois 100, ça fait 500. Je vais vous donner la démonstration mathématique de tout ça. Si je prends par exemple les deux formules ici, vous avez Y qui est le PIB est égal à la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques plus les exportations moins les importations. Et puis vous avez la deuxième formule, la consommation est égale à la propension à consommer 1 fois le revenu national ou bien le PIB plus la consommation autonome qui est une constante. Si on utilise ces deux équations, qu'est-ce qu'on va avoir? Je prends cette première formule et je remplace en fait C par ceci. D'abord, pour simplifier, on va supposer qu'on est dans une économie fermée, c'est-à-dire il n'y a pas d'exportation, il n'y a pas d'importation. On va supprimer X et M. Et donc, je remplace ce C par sa valeur ici. Je vais avoir Y est égal à A fois Y plus B. Tout ça, c'est le C. C'est notre C ici, plus I, plus G. On n'a pas besoin de ces parenthèses, je vais les supprimer. Je passe à Y de l'autre côté de l'équation. Je vais avoir Y moins AY est égal B plus I plus G. Je mets en facteur Y, je vais avoir 1 moins A ici est égal B plus I plus G. Après, ce qui reste à faire, c'est de calculer Y en fonction du reste. Donc, je vais avoir B sur 1 moins A plus 1 sur 1 moins A fois I plus 1 sur 1 moins A fois G. Et là, ce qui reste à calculer, c'est la variation de Y par rapport à la variation de G. Et en mathématiques, on utilise les dérivées partielles. La dérivée partielle de Y par rapport à G est égale, on va dériver tout ça par rapport à G. Donc tout ça, ça va partir parce que c'est une constante par rapport à G, ce qui donnera tout simplement 1 sur 1 moins A. Et ça, c'est notre multiplicateur keynésien. Si la propension à consommer, par exemple, est de 0,8, tout ça est égal à 5. Et donc, la variation du revenu par rapport à la variation des dépenses publiques est égale à 5 dans le cas où la propension à consommer est de 0,8. Et donc, on arrive au même résultat que dans le cadre de l'investissement. Si j'augmente mon investissement, par exemple, d'une unité, Y augmentera de 5 unités. Et c'est pareil pour les dépenses publiques. Si je l'augmente d'une unité, Y augmentera de 5 unités. Sauf que ici, il faut préciser que les décisions d'investissement appartiennent au secteur privé, c'est-à-dire c'est les entreprises dans l'économie nationale qui vont décider d'augmenter les investissements. Mais G, les dépenses publiques, est de ressort de l'État, ce qui nous mène vers l'étude des politiques économiques. Il y en a principalement deux. Vous avez la politique budgétaire et la politique ou bien les politiques monétaires. Je vais vous parler maintenant de la notion de politique économique. Il s'agit de l'ensemble des interventions de l'État et de la Banque centrale sur l'activité économique pour atteindre plusieurs objectifs comme réaliser une croissance économique, atteindre plus de justice sociale, réaliser le plein emploi des facteurs de production et donc réduire le chômage au maximum. Vous avez des politiques conjoncturelles et des politiques structurelles. La distinction principale qu'il y a entre les deux types de politiques, conjoncturelles et structurelles, c'est que la politique conjoncturelle, c'est une politique de court terme, comme par exemple viser à réduire le chômage dans un délai qui ne dépasse pas 5 ans.
Et les politiques structurelles sont des politiques de long terme qui dépassent 5 ans. Ce qui nous intéresse dans le cadre de cette analyse macroéconomique, c'est les politiques conjoncturelles de court terme qui visent à intervenir en économie en fonction de la conjoncture économique ou bien de la position de l'économie dans le cycle économique. Le système économique fonctionne d'une manière cyclique, c'est-à-dire avec des phases répétitives. Il y en a 4 globalement. Vous avez la phase de croissance ou bien d'expansion, et puis une phase de récession, et entre les deux, il y a la phase de la reprise. C'est la phase qui précède la croissance économique, et au sommet de ce cycle, il y a ce qu'on appelle la crise. C'est au moment où l'activité économique commence à ralentir et rentrer dans une phase de récession. Et chacune de ces phases est caractérisée par un climat économique particulier et qui nécessite l'intervention de l'État ou bien des banques centrales pour régler tel ou tel problème lié à la phase en question. L'État peut intervenir en économie en utilisant ce qu'on appelle la politique budgétaire. Et la politique budgétaire consiste à intervenir soit sur les dépenses publiques ou bien les impôts et taxes. Comme je vous avais expliqué dans le cours précédent, le fait d'intervenir sur les dépenses publiques peut avoir un effet, selon Keynes, un effet multiplicateur, c'est-à-dire générer plus de croissance économique. Et le fait d'intervenir sur l'impôt et taxes va faire croître le revenu disponible des ménages. On sait que le revenu des ménages est égal à la consommation plus l'investissement plus l'impôt et taxes. Et le revenu disponible, c'est le revenu des ménages moins l'impôt et taxes. Tout ça, c'est notre revenu disponible. Et donc, si l'État augmente les impôts et taxes, ce qu'il fait en fait, il réduit le revenu disponible des ménages. Et à l'inverse, quand l'État réduit l'impôt et taxes, il augmente le revenu disponible des ménages, ce qui permettra aux ménages de consommer davantage. En fait, si je reprends mon circuit économique, la politique budgétaire pratiquée par l'État consiste à agir sur cette flèche-là qui représente l'impôt et taxes ou bien agir sur cette flèche-là qui représente les dépenses publiques. Quand on agit sur l'impôt et taxes, on permet aux ménages d'acheter davantage. Et quand on agit sur les dépenses publiques, on permet aux entreprises d'investir davantage et donc d'augmenter les revenus des ménages. Donc, en résumé, une politique budgétaire qui vise à réduire l'impôt agit en fait sur cette flèche-là et permet aux ménages de consommer davantage. Et une politique budgétaire qui vise à augmenter les dépenses publiques permet d'augmenter les revenus des ménages. Donc l'adoption de l'une ou l'autre politique budgétaire permet en fait de renforcer cette circulation de l'argent, qui est la base de toute croissance économique. Dans les politiques économiques, il y a aussi ce qu'on appelle la politique monétaire. Celui qui mène cette politique, ce n'est pas l'État, mais c'est la Banque centrale. Et au niveau de l'Union européenne, c'est la Banque centrale européenne, BCE. On peut distinguer 2 types de politiques monétaires en fonction de l'objectif à atteindre. Une politique expansive ou bien une politique restrictive. La politique expansive, son objectif, c'est de relancer l'activité économique. Et la politique restrictive, son objectif, c'est de maîtriser l'inflation. Le moyen utilisé par la Banque centrale, c'est de jouer sur les taux d'intérêt. Dans la politique monétaire expansive, on réduit le taux d'intérêt, on diminue le taux d'intérêt pour permettre aux entreprises et aux ménages de financer leur activité par le crédit. Donc l'objectif, c'est d'augmenter la consommation, d'augmenter l'investissement et de réduire le chômage, et donc avoir une croissance économique. Et dans la politique monétaire restrictive, c'est l'inverse en fait qui se passe. La Banque centrale augmente les taux d'intérêt pour réduire l'accès à l'argent et diminuer la circulation de l'argent en économie. Ce qui a comme effet la baisse de la consommation, de l'investissement, l'augmentation du chômage, et le but principal de cette politique, c'est de maîtriser l'inflation. Ça constitue la méthode traditionnelle des banques centrales, c'est ce qu'on appelle la méthode conventionnelle. C'est de réduire les taux directeurs pour que les banques commerciales puissent réduire le taux d'intérêt également et octroyer des crédits à la consommation et à l'investissement à des taux très bas. Donc dans ce cas, celui qui crée de la monnaie, en fait, ce n'est pas la banque centrale, mais c'est les banques commerciales au travers le crédit.
Mais la Banque centrale peut avoir recours à une autre méthode dite politique non conventionnelle. La Banque centrale fait recours à cette méthode dans le cas où la méthode traditionnelle conventionnelle ne suffit pas ou ne donne pas de résultat attendu. Cette méthode est appelée aussi assouplissement quantitatif, ou bien quantitative easing en anglais. Et cette méthode consiste dans le fait que la Banque centrale peut racheter la dette publique, c'est-à-dire que la Banque centrale va créer de l'argent pour acheter des titres risqués, des titres de dette, que ce soit de l'État ou bien des banques commerciales, et comme ça, ils vont disposer de plus de liquidités afin de pouvoir relancer la machine économique et permettre à cet argent de circuler à nouveau en économie. La Banque centrale peut avoir recours encore à d'autres méthodes comme ce qu'on appelle crédit easing. Il s'agit dans ce cas du rachat des titres de dette privés et non pas publics. C'est-à-dire que la Banque centrale peut financer par la création monétaire le secteur privé en achetant les titres des entreprises privées, des crédits hypothécaires, des obligations d'entreprise, etc. Il y a aussi dans les politiques non conventionnelles ce qu'on appelle Forward Guidance. Il s'agit simplement de guider les anticipations des entreprises, des agents économiques en général, sur l'évolution des taux d'intérêt directeurs. Et le but de cette méthode, c'est de permettre aux agents économiques de prévoir et de planifier l'avenir. Le modèle ISLM, c'est un modèle économique qui analyse l'efficacité des politiques budgétaires et politiques monétaires. Son modèle a été proposé au départ par John Hicks, un économiste britannique, et amélioré par la suite par Elvin Hansen, un économiste américain. Dans ce modèle, on analyse trois marchés, celui des biens et services, celui de la monnaie et celui des titres. Je vais vous expliquer l'essentiel de ce modèle. Sa représentation graphique est comme suit. Vous avez sur l'axe des abscisses le revenu national ou bien le PIB et sur l'axe des ordonnées on met le taux d'intérêt. Il s'agit d'un taux d'intérêt réel, c'est-à-dire il tient compte de l'inflation. La courbe IS est décroissante et la courbe LM est croissante. Ici je représente IS et LM par une droite. Et l'intersection entre ces deux droites donne un point d'équilibre représenté par le revenu national Y étoile et le taux d'intérêt R étoile. Maintenant, il faut savoir que représente en fait la courbe IS ou bien cette droite IS. En fait, tous les points qui se trouvent sur cette droite IS représentent les points d'équilibre sur le marché de biens et services. En fait, c'est l'ensemble des revenus nationaux et des taux d'intérêt qui font en sorte que l'investissement égale épargne. On a vu qu'à l'équilibre sur le marché des biens et services, l'investissement est égal à l'épargne. Et ce qui réalise cette égalité entre l'investissement et l'épargne, c'est tous les points qui se trouvent sur cette droite. Maintenant, que représentent les points qui se trouvent sur la droite LM? Pareil, dans ce cas, on est sur le marché de la monnaie et tous les points qui se trouvent sur cette droite représentent en fait l'ensemble de combinaisons de Y étoile R étoile qui réalisent l'équilibre sur le marché monétaire, c'est-à-dire où l'offre de monnaie est égale à la demande de monnaie. Et là, je dois préciser qu'au niveau macroéconomique, chez Keynes par exemple, la monnaie est un bien comme un autre, c'est-à-dire qui peut être demandée pour elle-même. Et les raisons principales pour lesquelles on peut demander la monnaie, c'est pour réaliser des transactions, acheter, vendre sur le marché. On peut dire dans ce cas que la monnaie peut être demandée pour le motif de transaction. La monnaie peut être demandée également pour le motif de précaution, c'est-à-dire tout simplement demander de la monnaie pour faire face aux aléas du futur. La monnaie peut être demandée également pour le motif de spéculation. Pour le moment, j'aimerais bien parler davantage de cette droite IS. Tous les points qui se trouvent sur cette droite IS sont des points d'équilibre sur le marché de biens et services. Et sur ce marché, on a l'offre globale est égale à la demande globale. L'offre globale, c'est Y, c'est notre revenu national, c'est notre PIB. Et la demande globale, c'est celle exprimée par les différents agents économiques, c'est-à-dire la demande de consommation des ménages, la demande d'investissement des entreprises, les dépenses publiques et les exportations nettes d'importation. Dans cette analyse, on va supposer d'abord qu'on est dans une économie fermée, c'est-à-dire il n'y a pas d'exportation, il n'y a pas d'importation. Maintenant, pour savoir pourquoi cette droite IS est décroissante, il faut analyser en fait cette équation.
En fait, cette droite de ES n'est rien d'autre que la représentation graphique de cette équation. Alors, on va analyser cette équation. De quoi dépend en fait la consommation des ménages? Voici notre équation de consommation. En fait, la consommation des ménages dépend du revenu disponible. Le petit c, c'est la propension marginale à consommer. YD, c'est le revenu disponible des ménages. Et C0, c'est la consommation autonome. La consommation autonome, c'est une consommation qui n'est pas liée au revenu des ménages. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de revenu, les ménages vont consommer sur base d'autre chose que le revenu. Je vais éloigner un peu ça pour le moment. Maintenant, ce YD est égal à quoi? YD, en fait, n'est rien d'autre que le revenu des ménages moins l'impôt et taxes. Là, on peut préciser est-ce que l'impôt est progressif ou pas, mais dans le cadre de cette analyse, on va supposer que l'impôt est quelque chose de forfaitaire, fixe, qui n'est pas lié au revenu. Voilà pour la consommation, je mets ces informations ici à côté. Maintenant, on va voir l'investissement. De quoi dépend l'investissement des entreprises? On a vu que l'investissement des entreprises dépend du taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt augmente, les investissements diminuent. Et à l'inverse, si le taux d'intérêt diminue, les investissements augmentent. Donc, l'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt. On peut mettre un signe moins ici pour dire que c'est une fonction décroissante du taux d'intérêt. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand on investit, on a la comparaison entre deux choses. Le coût de mon investissement et les bénéfices que cet investissement va générer dans le futur. Et comme le coût de mon investissement et les revenus attendus dans le futur ne se situent pas à une même date, alors pour comparer les cash flows que cet investissement va générer et le coût de mon investissement, je dois actualiser ces bénéfices. Et l'actualisation, c'est quoi? C'est le fait de diviser par 1 plus le taux d'intérêt. À la puissance n, et n représente le nombre de périodes là où le bénéfice va être généré. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez un investissement de 100 € par exemple. Et vous estimez que cet investissement va vous générer sur les 5 ans à venir 20 chaque année. Comment je peux savoir si cet investissement est rentable ou pas? Eh bien, je vais comparer 100 € à ces valeurs-là qui vont être générées dans le futur. Et pour comparer des valeurs qui ne se situent pas à la même date, je dois les actualiser ou bien les capitaliser pour les ramener à une même date. Alors on va voir ça. J'ai ici mon investissement. On suppose par exemple que le taux d'intérêt est de 2%. Pour savoir si cet investissement est rentable ou pas, je dois calculer ce qu'on appelle la valeur actuelle nette. Pour calculer la valeur actuelle nette, je dois actualiser en fait tous les bénéfices à la date d'aujourd'hui et comparer tout ça à mon investissement initial. Et tout ça doit être positif. La vanne doit être supérieure à 0 pour dire que l'investissement est rentable. Vous comprenez le principe? La vanne est égale à la somme des bénéfices actualisés à un taux d'intérêt R moins l'investissement de départ. Ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir quelle corrélation y a-t-il entre R et I. Si R est grand, alors tout ça est petit. Et donc, dans ce cas, l'investissement n'est pas préférable. On voit bien ici qu'on a une relation inverse entre le taux d'intérêt et l'investissement. Quand le taux d'intérêt augmente, l'investissement n'est pas souhaitable. Et à l'inverse, quand le taux d'intérêt diminue, l'investissement est rentable. Donc, on peut dire ici que l'investissement est une fonction du taux d'intérêt et c'est une fonction décroissante. Maintenant, on va voir les dépenses publiques. En fait, pour les dépenses publiques, c'est une variable exogène, c'est-à-dire ça ne dépend pas des paramètres du système économique. Ce qui détermine ces dépenses, c'est des décisions politiques. Et donc, pour réécrire cette équation, on peut dire que Y est égal à la consommation qui est une fonction du revenu disponible, et c'est une fonction positive, plus l'investissement qui est une fonction du taux d'intérêt, et c'est une fonction négative. Les dépenses publiques, on peut mettre G0 pour dire que c'est une constante. Et donc, dans cette équation, on a deux variables. Vous avez le revenu
et le taux d'intérêt. Toujours dans le cadre du cours de macroéconomie, on va voir aujourd'hui pourquoi la droite IS est décroissante dans ce sens-là. Je vous ai expliqué que cette droite n'est rien d'autre que la représentation graphique de l'offre globale égale demande globale, c'est-à-dire Y égale C plus I plus G. Et on a vu également que la consommation est une fonction du revenu national et c'est une fonction positive, croissante, et l'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt. Et les dépenses publiques, G0 est une variable exogène. Donc si je garde cette expression-là, si je prends un point n'importe sur cette droite, celui-là par exemple qui correspond à R étoile et Y étoile, on va réfléchir maintenant si le taux d'intérêt en fait venait à décroître dans ce sens-là. On va dire que R étoile décroît à R0. La question que je me pose ici, c'est est-ce que ma production nationale augmentera ou diminuera à la suite de ce changement du taux d'intérêt? Et pour le savoir, je dois exploiter cette expression-là. Si le taux d'intérêt diminue, je sais que l'investissement augmentera parce que l'accès au crédit d'investissement est moins coûteux, donc ça va inciter les investisseurs à investir davantage. Ou bien on peut dire qu'avec un taux d'intérêt bas, il y aurait plus d'investissements qui garantiraient plus de rentabilité que ce que garantirait le placement d'argent à ce taux d'intérêt. Donc j'aurai plus d'investissements, ce qui fera qu'on aura plus de demande globale. Donc la demande globale augmentera et donc par conséquent Y augmente. Le produit national ou bien le PIB augmente. Donc je vais avoir une augmentation d'Y dans ce sens-là. Par exemple, ce point-là. On va voir Y0 ici. Et on peut faire le même raisonnement inverse si on est à R0 et qu'on veut monter le taux d'intérêt vers R étoile. Ce qui se passera, c'est que le taux d'intérêt ici augmente, l'investissement diminue. Donc je vais avoir une réflexion inverse. Si l'investissement diminue, la demande globale diminue et donc Y diminue. Ce qui ferait que je passerai de ce Y0 vers Y étoile à nouveau. Voilà globalement ce qui explique cette décroissance de la droite IS. Maintenant, on va voir quelque chose de très important pour savoir si les politiques budgétaires sont efficaces ou pas. C'est ce qu'on appelle l'élasticité de l'investissement au taux d'intérêt. C'est-à-dire, je me demande combien le revenu national va varier par rapport à la variation du taux d'intérêt. En d'autres termes, si le taux d'intérêt change, varie, soit à la hausse, soit à la baisse, à ce moment-là, de combien mon revenu national va changer. Et on peut avoir des situations où une petite variation de R va provoquer une grande variation de l'investissement et donc du revenu national. Ou bien à l'inverse, même une grande variation du taux d'intérêt va provoquer une petite variation du produit national. Et à ce moment-là, on peut dire que l'élasticité est très faible. On va voir comment on peut interpréter ça sur le graphique. On va prendre un point n'importe avec un taux d'intérêt R0 et Y0. Alors, on suppose qu'il y a une petite diminution de R0 vers, on va dire, R1. Avec cette droite IS, j'aurai ici Y1 qui correspondrait à R1. Dans ce cas, avec cette variation de R, j'ai cette augmentation de la production. Mais si on suppose que cette réduction de R va provoquer plus de production que ici, alors dans ce cas, j'aurai un point plus éloigné ici. Donc j'aurai cette production-là. Mon Y1 serait plutôt ici. Ce qui ferait que ma courbe passerait sur ces deux points-là. Et donc, on comprend par là que plus cette droite IS s'aplatit dans ce sens-là, plus l'investissement est très sensible au changement du taux d'intérêt. C'est-à-dire que dans ce cas, l'élasticité est très très grande. Et le cas extrême, mathématiquement parlant, là où l'élasticité est au maximum, c'est quand on va avoir une droite aplatie totalement horizontale de cette manière. Et dans ce cas, on dit que l'investissement est parfaitement élastique au taux d'intérêt R. Et donc, vous comprenez également par là que plus cette droite IS se dirige dans ce sens pour être verticale,
plus l'élasticité de la demande est très faible. Et là aussi, mathématiquement parlant, le cas extrême où l'investissement ne réagit pas au changement du taux d'intérêt, c'est dans le cas où cette droite est totalement verticale. Cela signifie que peu importe la variation du taux d'intérêt, on resterait toujours au même niveau de production, c'est-à-dire avec le même niveau d'investissement. Et dans ce cas, on peut dire que l'investissement est parfaitement inélastique par rapport au taux d'intérêt. Maintenant, on va voir de quelle manière on peut interpréter ces deux représentations graphiques, la courbe IS et la courbe LM en même temps. Je vous rappelle que sur la courbe IS, on a tous les points d'équilibre sur le marché des biens et services. Et sur la courbe LM, on a tous les points d'équilibre sur le marché monétaire. L'intersection entre les deux courbes, en fait, donne un point d'équilibre aussi bien sur le marché des biens et services que le marché monétaire. Et donc, cette production nationale et ce taux d'intérêt représentent les seuls points d'équilibre sur tous les marchés. Le marché qui n'est pas encore représenté ici, c'est le marché des titres. Et selon la loi de Walras, une fois qu'on a un équilibre sur deux marchés en même temps, tous les autres marchés se trouveraient en équilibre. Maintenant, on va voir comment utiliser ces deux courbes pour analyser les politiques budgétaires et monétaires de l'État et de la Banque centrale. La fonction de IS est représentée par la formule de l'égalité entre l'offre globale et la demande globale. Donc vous avez Y est égal C plus I plus G. C, on sait que c'est une fonction de Y, c'est-à-dire des revenus des ménages, et c'est une fonction positive. On peut mettre un signe plus. Cela veut dire que si le revenu des ménages augmente, eh bien la consommation des ménages augmente aussi. L'investissement, c'est une fonction du taux d'intérêt et c'est une fonction décroissante. On va mettre un signe moins en dessous de R pour signifier que c'est une fonction décroissante. C'est-à-dire que si R augmente, les investissements diminuent. Et les dépenses publiques ne dépendent d'aucun paramètre parce que c'est une variable exogène déterminée par des décisions politiques. Maintenant, on va passer à la courbe LM. Cette courbe représente tous les points d'équilibre sur le marché monétaire, c'est-à-dire tous les points qui réalisent cette égalité entre l'offre de monnaie qu'on désigne par MO et la demande de monnaie qu'on va noter L. La demande de monnaie, on a vu que chez Keynes, on peut demander de la monnaie pour effectuer des transactions. Donc, cette demande de monnaie L1 est fonction de Y, c'est-à-dire du PIB, de tout ce qui est produit et offert sur le marché. Et plus on a de produits offerts sur le marché, plus les ménages auront besoin de l'argent pour acheter et exécuter des transactions. Donc ici, on a une fonction positive du revenu national, ou bien du PIB. On peut intégrer dans cette fonction également la demande de monnaie pour motif de précaution. Et on a une deuxième demande de monnaie pour le motif de spéculation. Et cette demande de monnaie est fonction du taux d'intérêt. Cette demande de monnaie varie négativement par rapport au taux d'intérêt. On va mettre un signe moins ici. C'est-à-dire que si le taux d'intérêt augmente, les ménages préféreront acheter par exemple des obligations que de garder la monnaie sous forme liquide. Et donc cette courbe LM en fait n'est rien d'autre que la représentation graphique de cette équation. Donc l'intersection entre les deux courbes n'est rien d'autre que la résolution de ce système d'équations. Et l'objectif des politiques monétaires et budgétaires, c'est d'avoir plus de production, plus de produit national. C'est-à-dire une production nationale qui se situe encore plus loin, ici par exemple. Et là, la question qui se pose, si on vise une croissance économique, par exemple, jusqu'à ce point-là, de quelle manière ces courbes vont se déplacer pour atteindre cet objectif? Pour la courbe LM, ça doit se déplacer dans ce sens-là. C'est-à-dire avoir une autre courbe LM qui se déplacerait dans ce sens-là, pour atteindre cette production-là. Et par rapport à IS, on devrait avoir un déplacement dans ce sens-là pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire avoir une courbe plus loin dans ce sens, pour avoir à l'intersection la production visée. Et pour faire cela, on engage des politiques monétaires et politiques budgétaires. Par rapport à la politique budgétaire, on agit sur deux paramètres. Vous avez les dépenses publiques, que vous avez ici dans l'expression, et vous avez aussi l'impôt, qu'on réduit du revenu pour avoir le revenu disponible. Quand on réduit par exemple l'impôt,
on augmente en même temps le revenu disponible des ménages, ce qui permettrait aux ménages de consommer davantage et d'augmenter la production des entreprises. L'État peut aussi augmenter les dépenses publiques, ce qui permettra aux entreprises de produire davantage. Et peut-être même qu'il y aurait un effet multiplicateur, c'est-à-dire que la proportion de la production sera plus importante que la proportion des dépenses publiques engagées. On va supposer par exemple que l'État augmente les dépenses publiques. Quel effet cette augmentation aura sur la courbe IS? On va prendre nos formules ici. Donc l'État augmente notre G ici, ce qui va entraîner une augmentation de la production. Et si la production augmente, la demande de la monnaie pour motif de transaction va augmenter également. Et comme l'offre de monnaie est une variable exogène, c'est la Banque centrale, selon cette analyse, qui fixe la masse monétaire, la demande de monnaie pour motif de spéculation va diminuer pour garder cette égalité entre l'offre de monnaie et la demande de monnaie, ce qui va provoquer un effet sur le taux d'intérêt qui augmentera. Et graphiquement, on peut illustrer cette politique budgétaire par le décalage de la droite IS dans ce sens-là. Ce qui va faire que pour ce niveau du taux d'intérêt, on va avoir en fait cette production-là. Y, on va l'appeler Y0. Mais pratiquement, ce qui va être produit, ce n'est pas cette quantité de production, mais plutôt celle qui se trouve sur la courbe LM. Et donc, au lieu d'avoir cette production-là, on va avoir celle qui correspondrait à l'intersection entre la nouvelle courbe IS et la courbe LM, c'est-à-dire celle-là. On aura ici notre Y0. Et on va avoir dans ce cas un taux d'intérêt plus élevé, qui se situe ici, R0. Alors, ce retour de la production porte un nom, ça s'appelle un effet d'éviction. C'est-à-dire qu'au lieu de se situer sur ce point-là, on a ici un retour de la production vers la courbe LM provoquée par l'augmentation des taux d'intérêt. Et donc, la diminution de l'investissement et de la production. Dans ce cas, on peut en déduire que cette courbe LM, plus elle se décale dans ce sens-là, plus l'effet retour est grand. Et donc, là où la politique budgétaire sera tellement efficace, c'est dans la situation où LM est horizontal dans ce sens-là. Dans ce cas précis, il n'y aura pas d'effet retour, on se situerait ici. Et à l'inverse, si la courbe LM est verticale dans ce sens-là, alors à ce moment-là, l'effet retour, ça va faire reculer notre production jusqu'au point de départ. On peut dire dans ce cas que la politique budgétaire n'a aucun effet sur la production. On peut faire le même raisonnement pour la courbe IS. Dans quel cas, en fait, cette politique budgétaire est tellement efficace? C'est dans le cas où la droite IS est verticale dans ce sens-là. C'est-à-dire dans le cas où l'investissement est parfaitement inélastique par rapport au taux d'intérêt. C'est-à-dire, peu importe la variation du taux d'intérêt, l'investissement ne réagit pas. Et donc la politique budgétaire va faire déplacer cette droite jusqu'à ce point-là et on va avoir un autre taux d'intérêt ici, plus grand. Mais peu importe, la production ou bien l'investissement est inefficace par rapport à ce changement de taux d'intérêt dans ce cas. Et à l'inverse, si on a une droite IS horizontale dans ce sens, c'est-à-dire dans le cas où l'investissement est parfaitement élastique par rapport au taux d'intérêt. Dans ce cas, la politique budgétaire est inefficace parce qu'on va avoir un effet retour complet jusqu'à ce point-là, Y étoile, puisqu'une petite variation de R va plonger complètement l'investissement et donc faire retourner en fait la production jusqu'au point de départ. En fait, selon cette analyse, il y a des interactions entre cette équation et cette équation qui font en sorte de trouver le meilleur point d'équilibre à adopter suite à telle ou telle politique. En résumé, on peut avoir les interactions suivantes. L'augmentation des dépenses publiques va faire augmenter la production. Et l'augmentation de la production va faire augmenter la demande de monnaie pour effectuer des transactions. Et puisque la masse monétaire est fixe, pour respecter cette égalité entre l'offre de monnaie et la demande de monnaie, on devrait avoir une diminution de la demande de monnaie pour motif de spéculation. Et puisque cette demande de monnaie est une fonction décroissante du taux d'intérêt, donc le taux d'intérêt va augmenter. Et puisqu'encore une fois, l'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt, l'augmentation du taux d'intérêt va faire diminuer les investissements. Et comme les investissements diminuent, la production va reculer aussi, ce qui va provoquer ce qu'on appelle un effet d'éviction.
C'est-à-dire que si la politique budgétaire provoque cette augmentation de IS, donc au lieu d'avoir cette production-là, qui correspond à un point ici, je vais avoir un effet retour vers la courbe LM, ici. Donc cette production reculera à ce point-là. Et on peut faire les mêmes interactions dans le cadre d'une politique monétaire ou bien dans le cadre où la politique budgétaire agit sur les impôts et taxes. Voilà pour ce cours, j'espère que ça vous aide à mieux comprendre comment ça fonctionne le modèle ISLM globalement. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt.